C'est l'histoire de deux hommes politiques aux ambitions présidentielles. Au commencement, Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin semblaient faits pour s'entendre. Tu m'as déjà vu faire 9 heures ? Non, mais je pense que ça te démange de relever la performance. Mais aujourd'hui, ils apparaissent irréconciliables. Je vous donne un élément comme ça. J'ai annoncé ce matin que si jamais j'étais réélu, je ne siégerai pas dans le groupe La France Insoumise. D'accord ? Entre ces deux-là, l'histoire aura duré 7 ans et elle se termine comme il se doit dans le bruit et la fureur. Ruffin a rompu avec Mélenchon ce boulet, disait-il. On a vécu 3 semaines dures parce qu'on a un boulet. Je veux dire, vous regardez, vous l'avez entendu, quoi. C'est Mélenchon. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Le boulet, c'est vous ? Rien, écoutez, le boulet. Il y a une règle de météo politique, Gilles Boulot. Quand le vent souffle fort, il emporte aussi les girouettes. Aucun des deux n'a souhaité répondre à nos questions. Mais face à la déferlante médiatique qu'a connue cette histoire, les proches des deux protagonistes ont accepté de revenir sur ces événements qui ont marqué un tournant à gauche. Allez, comme vous voulez. Il est quelle heure ? -20. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en colère contre lui. Moi aussi, je suis en colère contre lui. Trahison. Juste, moi, les notes que j'ai, elles sont datées de janvier 2022. C'était bien avant. Ça veut dire qu'il t'appelait déjà sur la défaite de Mélenchon et qu'il préparait l'après-Mélenchon. Bon, comme vous me parlez de choses, moi, à ce moment-là, je suis pas du tout dans cette histoire. Réunion secrète. Effectivement, c'était mettre autour d'une table régulièrement des gens qui pouvaient avoir comme ambition d'incarner autre chose que ce à quoi Jean-Luc Mélenchon croit. Et ambition personnelle. Si c'est François Ruffin qui l'incarne pour les prochaines élections de 2027, tant mieux. L'histoire que nous allons vous raconter a failli faire exploser la gauche. Tout commence par une rencontre. Fin 2016, François Ruffin est la figure montante de la gauche. Du coup, j'ai fabriqué un petit truc. Si jamais il y a une campagne, j'ai appelé ça le magot des ragots. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit du mal de Mélenchon, il doit mettre 1 euro. Quand quelqu'un me dit du mal des Verts, il doit mettre 1 euro. Quand quelqu'un me dit du mal du PC, il doit mettre 1 euro. Parce qu'on ne peut pas mener une bataille en étant miné par des querelles internes en permanence. Journaliste militant, l'homme originaire d'Amiens s'est fait connaître aux yeux du grand public grâce à son journal Fakir et à son documentaire césarisé « Merci patron ». Je vous remercie. Je m'appelle Johanna Silva et j'ai travaillé plusieurs années pour François Ruffin à Fakir puis à l'Assemblée nationale et je suis partie il y a quelques années. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle L'amour et la révolution qui raconte un peu ces années de boulot, de militantisme passé à ses côtés. Quand je suis arrivée, le tournage de Merci Patron était encore en cours. Et à partir de fin 2015, on a commencé à faire tourner le film, il y a eu des avant-premières, etc. Et là, il y a le tourbillon a commencé en quelque sorte. Donc c'est des périodes formidables, mais aussi très éreintantes. Et puis il y a le passage aux politiques, à la politique politicienne et le moment où il décide de se présenter aux législatives. En 2017, après l'élection d'Emmanuel Macron, François Ruffin ambitionne de devenir député de la première circonscription de la Somme. Il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier. Tenir bon, tenir tête, voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Voilà notre programme, camarades. Première force à gauche, avec un score de 19,5% à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon va proposer aux Picards d'être investi par la France Insoumise, ce que François Ruffin accepte, sans pour autant rejoindre totalement le parti. On dit c'est triste parce qu'on n'a pas gagné, et évidemment on aurait préféré voir la gueule de Mélenchon au 2e tour. Éric Coquerel, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis et président de la commission des finances. C'était une discussion que j'avais eue avec Jean-Luc Mélenchon. Moi, je proposais qu'on l'investisse, alors même que François ne souhaitait pas
ne souhaitait pas être un candidat et les filles étiquetées, ni cotiser à l'association de financement des Insoumis, ce qui était théoriquement une condition pour nos candidats. Et donc ça a été une exception, ce que Jean-Luc a accepté, on l'a rencontré, et c'est comme ça qu'il a été investi France Insoumise. Ça doit être pris comme un tremplin. Mélenchon n'a cessé de dire pendant la campagne « Je fais ma part de travail, faites la vôtre ». À partir du score qui a été réalisé là, il y a largement quoi faire à notre tour notre part du travail. Maintenant qu'on a un banquier à l'Élysée, il faut peut-être mettre le peuple à l'Assemblée, sinon on va morfler pendant 5 ans. La campagne législative est un moment très intense, mais très joyeux en même temps. Donc j'en garde un souvenir assez solaire, mais j'en suis sortie absolument épuisée. François Ruffin va remporter la première circonscription de la Somme, notamment grâce au soutien de la France Insoumise. Fini donc le journaliste militant, place désormais à l'homme politique. Je trouve que le passage à l'Assemblée nationale marque un vrai tournant d'une sorte de projet collectif qui avait à sa tête une sorte de leader charismatique qui était François Ruffin, mais qui était quand même un projet collectif. Et au moment de l'élection, on passe à quelque chose de très personnifié et où c'est plus un collectif, c'est une personne qui a un service, qui a à son service une équipe. Contacté, François Ruffin n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. À la place, c'est son bras droit qui est venu nous répondre. Je suis Guillaume Ancelet, je suis le président de Picardie Debout, mouvement politique autour de François Ruffin. Le groupe de la France Insoumise est celui qui venait secouer la gauche aussi, et puis le macronisme. Et donc, dans sa manière de faire, je pense que la patte de François Ruffin était très importante au sein de la France Insoumise. Tout allait mais dans le meilleur des mondes, entre guillemets, puisque ce sont des gens qui disent franchement ce qu'ils pensent. Donc, leurs relations, c'est pas, enfin, je veux dire, ils ont jamais passé leurs vacances ensemble, etc. Mais sont des partenaires politiques majeurs pour que la gauche puisse se sentir exister, incarner et représenter à l'Assemblée. Donc, je veux dire, la relation était cordiale, franche, amicale et professionnelle aussi. Durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, les deux hommes politiques vont s'afficher ensemble. Bon, donc pour la première fois, j'ai un invité dans ma cuisine, c'est mon président. Lors des meetings, comme ici, à Amiens en janvier 2020, François Ruffin n'hésite pas à flatter publiquement Jean-Luc Mélenchon. Ce que je voudrais dire, c'est que Jean-Luc est l'un des hommes qui rend la politique moins aride. Qu'est-ce que c'est le risque pour moi dans mon entrée en politique, c'est de trouver un truc avec juste des petits calculs de stratégie de merde et des trucs de tactique à la mort moelle-nœud sans horizon. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le tempérament de Jean-Luc et ainsi de suite, mais il rend la politique vivifiante. Mais l'idylle politique ne va pas durer bien longtemps. En 2022, Jean-Luc Mélenchon échoue à une marche du second tour de l'élection présidentielle. Eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin, hein. Faites mieux. Merci. Il parle pour la toute première fois depuis le résultat du premier tour de la présidentielle, lui qui a terminé en 3e position, tout près de Marine Le Pen et de la place donc qu'il aurait qualifiée pour le second tour. Non seulement vous devez sécher vos larmes, mais la loi de la vie, c'est que c'est la vie qui est la plus forte. Et dans la vie, c'est le combat qui est le plus fort. Si bien que je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. François Ruffin décide à ce moment-là de prendre publiquement ses distances avec la France Insoumise et le leader de la gauche. On pense, à l'issue de la campagne présidentielle de 2022 et des législatives, que la personne de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, n'embarque pas le pays. Pour justifier son éloignement, François Ruffin accuse la France Insoumise de délaisser les préoccupations de l'électorat rural au profit de celui des quartiers populaires. Les distances avec la France Insoumise sont prises
sur ces 2 dernières années de manière publique, etc. Enfin, je veux dire, on a essayé à l'interne du mouvement, tout en y restant associé, de faire infléchir la ligne. Ça n'a pas marché, on le constate. J'ai senti qu'il y avait un éloignement au moment où moi, la ligne que je défendais a fini par devenir majoritaire à France Insoumise. C'était l'idée que les 600 000 voix qui avaient manqué à Jean-Luc Mélenchon, ils étaient dans les quartiers populaires, principalement. Pas seulement, mais principalement. À partir du moment où les sujets concernent davantage les grands ensembles urbains, les quartiers populaires, etc., dans les campagnes, ils se sentent moins représentés. Cette ligne-là nous amenait évidemment à être capable d'être vécus comme ceux qui défendaient les habitants de ces quartiers, la jeunesse de ces quartiers face à tout ce qu'ils subissaient comme oppression. Et donc, notamment, celle concernant des oppressions racistes, celle concernant des oppressions vis-à-vis de la police, par exemple. Sur ces images filmées le 3 janvier, Cédric Chouviat est plaqué au sol par des policiers. Il décède 2 jours plus tard. Samedi matin, Inès a perdu son amie Rayana. Elle était tout le temps joyeuse, une pile électrique. Elle adorait danser. Elle a pris une balle dans la tête tirée par un policier. Vos propos, vous le savez, ont suscité de très vives réactions politiques. Ce matin encore, le syndicat de police Alliance va porter plainte contre vous. Ces propos, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous les assumez à nouveau ce matin ? Évidemment, c'est mon devoir de le faire. Dire que la police tue ne parle pas du tout à la France qui habite autour de chez moi, la France de la ruralité, de la campagne. Et donc, ils ne se sentent pas représentés, ils ne se sentent pas incarnés, ils ne sont pas défendus par la ligne de la gauche portée par la France Insoumise. Là, à partir du moment où on s'est affirmé fortement là-dessus, et qu'on n'était peut-être plus habitué à voir la gauche sur ce sujet, ça a mis en avant cette dimension. Mais pour Éric Coquerel, cette différence de ligne politique s'était déjà faite sentir en 2019, lorsque François Ruffin avait refusé de se joindre à la marche contre l'islamophobie, à laquelle la France Insoumise participait. Et là, il y a eu un début d'éloignement quand... sur la grande marche contre l'islamophobie, François avait expliqué, alors je crois qu'il avait football, ou je ne sais plus ce qu'il avait dit, et que c'était pas son truc. François Ruffin, une dernière question. Vous allez manifester le 10 novembre prochain contre l'islamophobie, parce que vous avez signé la tribune contre l'islamophobie. Moi, j'étais à Bruxelles en train de manger des frites et des gaufres avec mes enfants, donc c'est pas mon truc. Maintenant, je vais vous dire... Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous l'avez signé... J'irai pas dimanche, je joue au foot. Pendant que Jean-Luc Mélenchon se positionne sur les thèmes du racisme et des violences policières... Voilà pourquoi, lançant l'alerte, et n'étant pas entendu, j'ai été conduit à utiliser la formule « la police tue », pour qu'enfin on soit entendu venant d'un homme comme moi, m'exprimant après d'autres qui avaient bien plus courageusement et plus antérieurement porté cette bataille. Et comme ils avaient raison, et comme nous avons eu tort tous, qui pensions que, bon, ma foi, des fois... il y a des situations imprévues. Des situations imprévues, c'est comme les gens éborgnés. Une fois, on peut le croire, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais 32 fois, non. Du côté de François Ruffin, on ambitionne plutôt de conquérir l'électorat qui vote pour le Rassemblement national. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi, lors de la dernière présidentielle, puisque vous le dites, n'a pas réussi à attirer les fâchés pas fachos, comme vous dites? La première chose, et je voudrais m'adresser avec gravité à la gauche, c'est de se demander si elle le veut. Si elle veut reconquérir cet électorat populaire de la France des Gilets jaunes, de la France des ronds-points, des France périphériques. Est-ce qu'on a la volonté de le faire? Madame Le Pen, j'ai apporté ici votre programme. Rien sur les inégalités. Oui, ben vous le relirez, moi je le lis. Je fais des contrôles-F à l'intérieur et ces mots-là ne sont pas dedans. Allez, chers collègues, on laisse Monsieur Ruffin. Rien sur les inégalités de revenus. Non, il n'y a pas le mot égalité à l'intérieur. La pauvreté n'est pas mentionnée, ni la précarité. Où était Marine Le Pen, qu'on voit là à l'écran? Oui. Elle n'était pas là, elle était absente. En 2 mois de débat à l'Assemblée nationale sur les retraites, elle a prononcé 7 mots. 7 mots au total. Vous avez compté donc? Oui, j'ai compté. J'en ai prononcé 7000, d'accord? Mais alors, qu'est-ce qui pousse les électeurs du Rassemblement national à voter pour le parti d'extrême droite? Est-ce que François Ruffin peut réellement les conquérir?
Je suis Félicien Faury, sociologue et politiste, chargé de recherche au CNRS. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont se tourner vers le Rassemblement national plutôt que vers des offres de gauche, y compris des offres de gauche qui vont peu parler d'immigration, ou en tout cas en parler de manière plutôt négative ou réactionnaire, on va dire. Là encore, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait mon travail. C'est pour insister sur cette dimension essentielle qu'est le racisme. C'est qu'il y a une force sociale et politique du racisme qui fait voter les gens. Bon, quand on regarde les motivations du vote RN, il y en a souvent de deux ordres. Il y a d'un côté la question du pouvoir d'achat. Avant, c'était le chômage. Maintenant, avec l'inflation, c'est de plus en plus le pouvoir d'achat. Et de l'autre, il y a ce qu'on appelle un peu pudiquement le rejet de l'immigration. En fait, le rejet des immigrés et plus largement le rejet des minorités ethno-raciales. Et souvent, on met en opposition ces deux types de motivations. On essaie de se demander qu'est-ce qui compte le plus. Est-ce que ce sont les expériences de classe ou est-ce que ce sont en gros leur racisme? Et moi, quand on fait des entretiens, on se rend compte qu'en fait, ça n'a aucun sens de hiérarchiser ces deux thématiques parce que justement, pour les individus, elles sont liées entre elles. Moi, quand je discute avec des gens, ils me parlent de leur pouvoir d'achat, ils me parlent de leurs problèmes de logement, ils me parlent de leurs problèmes à l'école, etc., l'école de leurs enfants. Et ils vont mettre ça en lien avec la question des minorités, avec la question de l'immigration. Donc, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pas qu'est-ce qui compte le plus, mais plutôt justement, quels sont les raisonnements qui font que lorsque ça va mal dans sa vie, économiquement, socialement, on va lier cette question, à la présence des minorités ethno-raciales sur le sol français. Je considère pas qu'autour de chez moi, les gens 57% des gens sont racistes. 57% des gens ont voté pour la candidate du Rassemblement national aux dernières élections. Si je ne parle pas à ces gens-là en partant de l'a priori qu'ils sont racistes, ça veut dire que je ne m'adresse pas à plus d'une personne sur deux autour de moi. Les gens des campagnes vivent dans un sentiment permanent d'abandon parce que les services publics s'éloignent, parce que il y a des écoles qui ferment, parce que il y a l'hôpital qui ferme, parce que les industries s'en vont, etc. Et ce dont ils ont besoin, c'est d'être rassurés, c'est de se sentir écoutés, entendus, portés, et pas clivés en opposition. Et dans la manière de porter les sujets, il y a une opposition qui vient placer la campagne contre la ville, la chasse contre les citadins. Et ça, les gens de la campagne n'ont pas besoin de ça. Ils ont déjà l'impression que les services publics s'éloignent de la campagne vers la ville. Et ce sentiment de se dire, à la ville, ils ont tout et nous, on n'a plus rien. Pour ces électeurs et ces électrices que moi j'ai rencontrés, la question des conditions de vie, justement, elle se retrouve articulée à la perception négative qu'ils ont des minorités ethno-raciales qui sont perçues localement. Et donc, ce nœud, il est là. Et je pense qu'il faut être lucide, il faut pas se raconter d'histoire, il faut regarder ça en face sur le fait que cette articulation, elle existe déjà. Et donc, pour la dénouer, il suffit pas juste de parler des conditions de travail, il suffit pas juste de parler des conditions de matériel, il faut arriver à proposer d'autres nouages, d'autres chaînes d'équivalence, d'autres chaînages politiques pour que justement, on arrête d'articuler ça à la question des immigrés et des étrangers. Pour faire reculer le racisme, pour déployer un antiracisme du quotidien, rendre le racisme honteux, à nouveau, sans qu'on puisse leur faire le coup de tu actives une violence de classe. Voilà. Et ça, du coup, je pense que les mouvements antiracistes populaires, ils doivent être davantage inclus et valorisés dans les campagnes. Quand vous êtes de classe moyenne ou de classe populaire blanche et que vous vous retrouvez dans une situation où vos affects racistes vont être politisés, vont se traduire en vote, alors le RN paraît comme l'option électorale la plus crédible, beaucoup plus que la gauche. François Ruffin n'est pas seul à mener la fronde contre Jean-Luc Mélenchon. Il est rejoint par plusieurs députés de la France Insoumise, dont Alexis Corbière, fidèle de Jean-Luc Mélenchon depuis 2008. Moi, j'ai été pendant très longtemps un ami, un proche de Jean-Luc Mélenchon. Je disais parfois pour rigoler que s'il y avait un musée du mélenchonisme, il faudrait me mettre en vitrine sous cloche. J'ai été longtemps le mélenchoniste étalon. Alors depuis, on le sait, les choses ont évolué. Il y a toute une série d'événements qui vont des choses les plus
infime du moins, l'affaire Quatennens, la manière dont c'est traité, ou de Jean-Luc Mélenchon s'empare de cette histoire assez grossièrement, en considérant que celui qu'il faut féliciter et remercier pour son courage, c'est Adrien, qui reconnaît avoir frappé sa femme sans dire un seul mot sur sa compagne. Les gens se disent, qu'est-ce que c'est que cette manière bizarre qui met tout le monde mal à l'aise? Foutez-lui la paix, lâchez-nous, laissez-nous faire de la politique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il a donné une gifle, il l'a reconnu. Vous savez ce que vous êtes en train d'inventer? Autrefois, on disait, faute avouée, à demi pardonné. Maintenant, faute avouée, jamais pardonné. Et puis par la suite, il y a quelques différentes personnes qui s'expriment au nom de la France Insoumise, qui, à mon avis, enchaînent des prises de position maladroites. Je vais appeler ça maladroite. Tout ça, c'est des éléments de discussion, je vais vite, mais où chaque fois, l'impression qu'on a en interne, c'est qu'on a du mal à pouvoir mener la discussion. Il y a une place de la peur dans ce parti. Pourquoi? Parce qu'on vous intimide, parce qu'on vous menace. C'est un regret que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de place pour, je dirais, débattre, discuter, se contredire, échanger et, je dirais, dépasser les contradictions. Je ne pense pas que Ruffin soit plus capable que Mélenchon d'installer un parti démocratique. C'est vrai qu'avec les anciens collègues de Fakir, on rigolait un peu sur les critiques de François Ruffin sur la démocratie interne à la France Insoumise, parce que c'est pas comme s'il avait réussi à mettre une démocratie interne incroyable à Fakir et que ça lui avait tenu à cœur. Mais oui, François Ruffin n'est pas le plus grand démocrate en interne qui existe, ça c'est sûr. Puis, en juin 2024, tout s'accélère. À la suite des résultats des élections européennes qui voient le Rassemblement national arriver largement en tête, Emmanuel Macron crée la surprise et dissout l'Assemblée nationale. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Des nouvelles élections législatives doivent donc se tenir. C'est à ce moment-là que François Ruffin acte définitivement sa rupture politique avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Je vous donne un élément comme ça. J'ai annoncé ce matin que si jamais j'étais réélu, je ne siégerais pas dans le groupe La France Insoumise. J'ai dit ce matin que je ne siégerais pas dans le groupe La France Insoumise si j'étais réélu. Ouais, vous pouvez faire passer le message. Parfait, ouais, c'est bien. C'est bien, ça vous ramènera des goûts. Bon courage à vous. Hein. Coup de grâce du député Picard porté à Jean-Luc Mélenchon. Des militants de la France Insoumise révèlent sur les réseaux sociaux que François Ruffin distribue des tracts où il revendique sa rupture avec le leader de la gauche. Je sais pas, j'avais pas envie de le voir dans ce rôle-là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est presque plus une déception affectivo-politique. J'avais pas envie de voir les quelques tracts qu'il a fait juste pour rien. Moi, je vous le dis avec la conviction de vouloir défendre les gens, c'est une arnaque. L'arnaque sociale du Rassemblement national. Vous n'êtes quand même pas comme M. Mélenchon? Je suis... Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Intéressant. Vous n'êtes quand même pas avec Jean-Luc Mélenchon, a dit cette dame. Ben oui, je sais très bien que c'est pas un appui, Jean-Luc Mélenchon, ici. Voilà. C'est plutôt quelque chose qui repousse les électeurs. Voilà, il faut se dire que c'est simplement un changement de stratégie électorale, puisqu'il y a d'un côté la stratégie d'abandon de nos coins, nous on ne l'accepte pas, et qu'en portant le même programme de rupture, on va incarner autre chose, une autre manière de porter la voix de gauche dans nos coins. On a vécu 3 semaines dures parce qu'on a un boulet. Je veux dire, vous regardez, vous l'avez entendu, quoi. C'est Mélenchon, 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 Mélenchon. Qu'est-ce que vous lui répondez? Le boulet, c'est vous? Ah, rien, écoutez, le boulet. 19 personnes insoumises ont été élues dès le premier tour, alors il y a pire boulet que celui-là. Il y a une règle de météo politique, Gilles Boulot. Quand le vent souffle fort, il emporte aussi les girouettes. Finalement, François Ruffin gagnera l'élection législative de justesse face à une candidate du Rassemblement national. Nous l'avons emporté. Il parvient notamment à l'emporter grâce aux électeurs d'Amiens, qui ont voté à plus de 70% pour lui. Mais dans les petites communes rurales, telles que Flic-Secours, Maison-Roland ou encore Pernois, François Ruffin arrive derrière la candidate d'extrême droite. Mais alors, tout ceci n'était-ce vraiment qu'une rupture vis-à-vis de la ligne politique de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise? Y avait-il une autre ambition cachée derrière tout ça? Petit retour en arrière. Nous avons mis la main sur des notes confidentielles du cabinet de François Ruffin. Elles établissent une stratégie afin que le député de la Somme puisse un jour être président.
Elles sont datées de janvier 2022. À ce moment-là, les résultats de l'élection présidentielle ne sont pas encore connus. Mais le cabinet de François Ruffin table déjà sur la défaite de Jean-Luc Mélenchon et se prépare à prendre sa succession dans une note intitulée « De janvier à septembre, construire une centralité de François Ruffin pour la suite ». Suite à la défaite à l'élection présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, 3 dynamiques nous intéressant vont s'enclencher à gauche. Dans un premier temps, un sauve-qui-peut aux législatives. Dans un deuxième temps, une bataille pour le leadership à LFI. Face à cette situation, 2 stratégies s'offrent à François Ruffin. Jouer le jeu tel qu'il se joue en se battant pour remporter la manche au sein du leadership de LFI et aux autres forces de gauche. Survoler ces 2 batailles internes, François Ruffin penchant déjà pour la deuxième option. Dans une autre note, intitulée « Devenir présidentiable tout en restant lui-même », le cabinet de François Ruffin va jusqu'à analyser le style vestimentaire du député afin d'en faire un président potable aux yeux des Français. Ne pas paraître à l'arrache. Abandonner pantalon de couleur, déjà destroy, se tenir droit, être bien rasé, bien coiffé en permanence. Sur le terrain et dans les médias de gauche, chemise, pull, veste en cuir, jean, chaussures intermédiaires. Attention à ne pas faire bobo. Jeudi, il faut être en grève. À l'Assemblée, dans les cérémonies officielles et les médias dominants, chemise, veste, costume, pantalon uni foncé, chaussures de ville. Bonjour François Ruffin. Bonjour. Le NFP ne serait toujours pas capable de se mettre d'accord sur le nom d'un Premier ministre. Est-ce que vous l'auriez fait ? Oui, vous savez, je considère qu'on a rempli quand même une part du contrat. Enfin, un nom revient également dans plusieurs notes, celui d'Alexis Corbière. Il y est désigné comme premier allié si François Ruffin parvient à prendre la tête de la gauche. Chercher à prendre la présidence du groupe parlementaire ou, à défaut, faire en sorte d'y placer quelqu'un d'aussi proche que possible. 6 groupes insoumis, Corbière dans le cadre d'un deal ? Premièrement, vous savez, pour avoir été un très proche de Jean-Luc Mélenchon, une présidentielle, ça se ferait pas. Hein. C'est pas un truc comme ça où du jour au lendemain, 3 potes vous disent allez et vous poussent dans le dos en disant vas-y. Il vaut mieux y avoir pensé longtemps en avance. Et je sais que Jean-Luc Mélenchon est un homme qui a été pour la première fois candidat à l'élection présidentielle en 2012, mais il a pensé longtemps en avance. Juste, moi, les notes que j'ai, elles sont datées de janvier 2022. C'était bien avant. Ça veut dire qu'il tablait déjà sur la défaite de Mélenchon et qu'il préparait l'après-Mélenchon. Ouais, comme vous me parlez de choses, moi à ce moment-là, je suis pas du tout dans cette histoire et je pense qu'il faut tout faire pour mener la campagne de Jean-Luc Mélenchon. J'ai fait je ne sais trop combien de meetings présidentiels de Jean-Luc Mélenchon et en plus c'est une campagne qui s'accélère beaucoup à la fin. Là je vous propose d'en parler avec lui, quelle est la nature de ces notes, que ça veut dire, mais je veux dire, n'ayons pas non plus une vision policière des choses. Je crois pas, je vous fais confiance, mais que François Ruffin se soit dit je souhaite la victoire de Macron ou la défaite de Mélenchon. Il a pu analyser des choses qu'il voyait. Donc il faut avoir la capacité de pouvoir entendre qu'il y a une stratégie qui, objectivement, c'est pas faire reproche à Jean-Luc, il n'a pas été au second tour de l'élection présidentielle. La revue de presse, bonjour Claude Askolovitch. Bonjour. On commence par un dîner. Un dîner où régulièrement des personnages des gauches, des maires, des députés, parmi eux François Ruffin, explorent les chemins de l'union, rassemblés par un ancien grand patron multimillionnaire devenu psychothérapeute et mécène de grandes causes. Alors ça c'est l'aspect rigolo et complètement con. Donc il y a un personnage, vous savez, que j'ai dû voir 3 fois dans ma vie, qui s'appelle Olivier Legrain, qui est un homme qui était patron et qui a fait du business, et qui a fait du fric, et le gars depuis... plutôt que de s'endormir sur son pognon et de compter ses sous, il finance des choses. Il finance notamment de la presse indépendante, la maison des migrants, etc. Je m'appelle Olivier Legrain. J'ai passé ma vie dans l'industrie. J'ai toujours été passionné par la politique, plutôt à gauche, et essayé de faire que, d'une manière ou d'une autre, la probabilité que la gauche accède au pouvoir en 2027 soit la plus forte possible. Et je ne peux pas dire que sur cette dernière partie, j'ai obtenu beaucoup de succès. À ces repas confidentiels, on retrouve notamment Clémentine Autain de la France Insoumise, Éric Piolle d'Europe Écologie Les Verts, Boris Vallaud du Parti Socialiste, ou encore Sébastien Jumel du Parti Communiste. Tous réunis par Olivier Legrain.
Ce monsieur, lui, attentif à la période, voulant pas que l'extrême droite l'emporte, a organisé des repas dans lesquels on discutait justement sur comment l'union se maintient, comment on évite que l'extrême droite l'emporte. Il n'y a aucune décision qui ait été prise, c'était pas du tout un lieu de décision stratégique. Ça n'a pas d'intérêt, ça ne porte rien comme message politique et ça ne doit, en tout cas, ne rien laisser paraître comme alliance possible contre ce qu'est aujourd'hui le mouvement de gauche. Au contraire. Mais c'était quoi? Est-ce que c'était que des réunions anti-Mélenchon? C'était quoi le but? Non, elles n'étaient pas anti-Mélenchon. C'était mettre autour d'une table régulièrement des gens qui pouvaient avoir comme ambition d'incarner autre chose que ce à quoi Jean-Luc Mélenchon croit. Je fais partie des gens, et je l'assume totalement, qui pensent que Jean-Luc Mélenchon peut se retrouver dans certains scénarios au deuxième tour d'une présidentielle, mais ne gagnera jamais l'élection présidentielle. Or, de la manière dont je suis fabriqué, la chose importante pour moi, c'est de gagner, c'est pas d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Est-ce que pour vous, François Ruffin incarnait ça? À un moment, oui, tout le monde le sait. Est-ce que son temps est passé ou pas, l'histoire le dira. Mais il avait quelque chose, oui, c'est sûr. Après, beaucoup de gens de gauche, généralement pas uniquement que les gens de gauche, ne croient pas à un programme. Et François Ruffin faisait partie de beaucoup de gens qui ne croient pas vraiment à un programme, qui pensent, comme beaucoup de gens d'ailleurs, qu'il faut être là au bon moment, incarner une dynamique, et qu'avec 2 ou 3 mesures majeures, on emmène le pays. Moi, je pense pas ça. Mais je dis pas du tout que j'ai raison. Moi, je pense pas ça. Je pense que l'incarnation, c'est compliqué à construire, que ça peut se construire qu'avec une équipe et avec un programme. Parallèlement à ces dîners, Alexis Corbière, Raquel Garrido et Clémentine Autain, tous députés de la France Insoumise, vont créer l'Association pour une République écologique et sociale, ou dit de manière abrégée, l'APRES. Problème soulevé par les Insoumis, le mouvement est créé en plein tourbillon des élections européennes. Il y avait un ton extrêmement violent de controverses politiques qui amenait à se dire mais si tout le monde croit à ce qu'il est en train de dire, on va sortir de la séquence européenne avec un moment d'ultra-division. On est loin d'imaginer à ce moment-là que Macron va faire la dissolution. Et alors, on est quelques-uns à se dire ce qu'il faudrait, c'est mettre en place aussi un club de discussion qui permettra qu'on puisse soit faire une réunion, un colloque, une publication autour de la nécessité de l'unité. Et on fonde un petit club qui s'appelle l'APRES, qui veut dire l'Association pour la République écologique et sociale. Mais ça a des ambitions très modestes. Il y a une gauche qui est d'accord avec le programme du Front populaire, qui est d'accord avec le programme de la France insoumise, mais qui n'est pas d'accord avec les méthodes de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, la rupture semble totalement consommée entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon. À l'Assemblée, le député Picard ne siège plus aux côtés des Insoumis. Pareil pour les autres députés dissidents. Exclus du parti, ils ont tous rejoint les rangs d'Europe Écologie Les Verts. Contactés, ni les écologistes, ni les socialistes n'ont souhaité répondre à nos questions. Mais ils se sont exprimés récemment sur cette histoire dans les médias. François Ruffin dit que dans sa région, celle des Hauts-de-France, Marine Tondelier, Jean-Luc Mélenchon lui a dit qu'il fallait mobiliser la jeunesse, les quartiers populaires et que tout le reste, il fallait laisser tomber. Fallait laisser tomber. Avec cette fausse polémique. Il n'y a aucun moment où alors j'étais pas à La Réunion, où on se serait dit à gauche, on va devoir choisir entre les cités et la ruralité. Ça n'a aucun sens. Non mais je vais vous répondre la seule chose que vos téléspectateurs ont à savoir. Nous n'avons pas le luxe des divisions. Et moi, ce que je plaide, c'est le fait que pour la prochaine élection présidentielle, il y ait un choix qui soit collectif et démocratique. Et que ce ne soit pas X ou Y qui disent « parce que je le vaux bien ». Non, personne ne le vaut bien. Ce que je souhaite, moi, c'est que nous puissions rassembler les forces de la gauche pour permettre de donner une chance d'être d'abord au second tour, puis de l'emporter, ce qui n'est pas encore gagné. Ce qui est certain, c'est que cette histoire que nous vous avons racontée est loin d'être terminée. François, moi je ne lui dénie pas le fait d'avoir une ambition présidentielle. Je pense que chacun est libre. Le problème c'est que c'est au service de quoi ? Voilà. Moi j'ai toujours soutenu Jean-Luc Mélenchon qui a une ambition présidentielle, mais qui est au service d'un programme de rupture. Fondamentalement. Parce que c'est moi ce que je crois de façon importante depuis des décennies. Si c'est une ambition présidentielle
qui vous fait vous recentrer parce que vous avez l'impression que c'est ça où vous avez plus de chances de gagner une élection, elle m'intéresse pas, quoi. Rien n'est perdu, parce que je pense que cette exigence stratégique de maintenir le nouveau Front populaire, d'aller vers un candidat unique ou la moindre division est partagée par beaucoup de gens. Vous regrettez ? Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que j'aurais aimé que, justement, une dynamique autre et que les gens aient le courage ou la volonté de dire, ben là, ces dîners montrent, cette union montre qu'il y a une capacité de faire autre chose, allons-y. Ça rend fou, ce truc. Les médias, le fait de se sentir au centre du monde, le fait de ne pas se parler directement, mais de se parler par médias interposés, Twitter, etc., ça rend fou et ça donne pas des gens sains humainement et relationnellement. Et c'est ça pour moi, c'est un problème fort au sein de la gauche, aujourd'hui. Racisme, violence policière et ambition présidentielle inavouée de la part de certains. Autant de sujets qui aujourd'hui divisent la gauche. Des thèmes politiques importants qui devraient pourtant les réunir face à une extrême droite qui se rapproche de plus en plus du pouvoir. I could wait patiently for me and you. Have you seen the garden? The ever-changing garden. It blooms and dies over.